passant là maintenant, en remontant, si je veux me mettre surtout sur ce qui est la question de la R&D, de la R&D appliquée. Hein. Comment vous arrivez à faire les choses de ce côté-là. Et là, j'aimerais bien ma troisième question globalement là maintenant, et puis après on ouvrira le débat globalement avec tout le monde. C'est comment on peut prendre, j'allais dire, de très près, de façon très terrain, la voix des utilisateurs pour créer et pour concevoir. Alors, j'aimerais bien passer la parole, s'il est là, tout de suite à Frédéric Edouin. Alors, je ne sais pas comment on peut te qualifier, mais c'est une espèce de, je dirais pas c'est un inventeur, c'est un trouveur, c'est plus que ça, totalement, je trouve personnellement totalement génial. Il est médecin du travail, rarissime d'avoir un médecin du travail qui est des médecins du travail qui sont impliqués, ça se fait de plus en plus, mais ça se faisait pas il y a encore quelques années, impliqués dans ces types de choix. Et toi finalement, en tant que médecin du travail d'une grande structure qui est une structure publique, puisque c'est une université, on s'est connu, d'ailleurs on a connu nous l'université Picardie-Jules Verne depuis globalement un moment. Voilà. Comment toi tu prends les choses? Et donc on aura Frédéric Edouin et puis Julien Le Goupil qui est très sage à côté de moi, mais voilà, et là avec encore une fois un autre type de besoin. Je veux dire que là ce que vous allez voir, c'est que avec ces deux intervenants-là, c'est qu'on est au-delà et pas que dans les exosquelettes. C'est que, encore une fois, le besoin, c'est le besoin de la personne, c'est le besoin des personnes à qui on répond là. C'est un peu autre chose que peut-être l'approche business dont nous parlait Antoine tout à l'heure. Et puis, sur un autre plan, alors là, cette fois-ci, de façon terrain, on passera la parole à Vincent Corleboeuf, qui lui est un utilisateur, vraiment un utilisateur dans les Pyrénées, en plus sur des techniques environnementales, des techniques de suivi environnemental qui sont intéressantes. Et puis Loïc, que je ne connais pas encore, mais grâce à toi, donc c'est toi qui me pilotera, si je peux me permettre, Lionel, de ce côté-là. Donc parmi les questions, là aussi, c'est à quel moment, par exemple, de la conception va intervenir l'utilisateur ou le sens de l'utilisateur? Comment est-ce que vous prenez en compte ça? C'est une autre grande question. Il y a moi qui m'a toujours travaillé de ce côté-là, c'est qu'on voit les gens au travail, mais en gros, de plus en plus, la revendication, voire la rébellion, c'est moi je ne suis pas que quelqu'un qui travaille, je suis quelqu'un qui vit et qui vit de la même façon. Voilà, donc la parole est à vous, j'arrête le partage, et Frédéric, si tu veux bien prendre le manche et prendre le micro, c'est à toi. Super. Voilà. Nous, les exosquelettes, on les a intégrés à partir de besoins, alors ce n'était pas des besoins d'exosquelettes, mais à partir du cabinet médical, de la connaissance des agents et de leurs problématiques. Donc l'intégration des exosquelettes s'est faite d'abord pour des personnels et des compensations, des assistances de compensation pour des personnes en situation de handicap. Ensuite, on a évolué pour certains types d'exosquelettes, puisqu'on a été progressivement sur différents types d'exosquelettes. On a commencé par les exosquelettes du membre supérieur parce qu'on avait un grand nombre de pathologies professionnelles de l'épaule, des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Donc ça a été notre point de départ. Ensuite, grâce à ce travail autour des personnes en situation de handicap qui avaient des pathologies de l'épaule, on a voulu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la prévention primaire. D'accord, donc peut-être si tu peux revenir là-dessus, effectivement, c'est une approche qui est assez différente de ce qu'on a vu jusqu'ici, puisque toi, finalement, ton entrée, c'était de la prévention tertiaire, voire de la réparation de ce côté-là. Et voilà, comment les choses vont évoluer, hein, donc, juste pour resituer bien, Frédéric est médecin du travail d'une entité, je ne sais pas combien il y a de salariés là-dedans, mais il y a du monde, voilà. Oui, mais j'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Parce que le son est un peu haché. La question, ah oui, alors, la question, merci, oui. La question, c'était, tu es médecin du travail, donc tu prends les cas qui te viennent ou qui te sont globalement adressés, qui le plus souvent sont déjà avec des pathologies avérées, c'est-à-dire qu'on n'est pas en prévention, en complète prévention primaire. Est-ce que tu peux peut-être bien expliquer un peu ces différences d'abord des questions et comment toi ça t'a fait mûrir justement sur la prévention primaire?
Bon, premièrement, on n'a pas travaillé, on a commencé en 2019 sur des assistances, des matériels d'assistance. C'était pas des exosquelettes au début. Hein, c'était à la base, c'était une enseignante chercheuse qui pouvait plus travailler les bras à mi-hauteur, et quand elle tenait au bout d'un certain temps, les pipettes ou les accessoires tombaient de ses mains. Donc on a commencé par cette chercheuse qui était très demandeuse de trouver une solution. Donc on a trouvé l'assistance musculaire, ça a très bien marché, et ça a enchaîné sur un autre agent qui travaillait dans les bibliothèques, dans la partie banque de prêt, où il ne pouvait plus utiliser son membre supérieur droit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la pathologie. Et on a continué avec ce type d'assistance musculaire qui soustrait à la pesanteur. Donc c'était pour ces personnels, ça a très bien marché. Ensuite, on a voulu évoluer, et comme je disais il y a quelques minutes, il se développait au sein de notre établissement des pathologies de plus en plus fréquentes de l'épaule. Des épaules, des tendinopathies avec rupture, chirurgie, en post-opératoire, rééducation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces agents-là? Donc, encore une fois, on a essayé de trouver des solutions, et on est passé à nos premiers exosquelettes, les exosquelettes du membre supérieur. Ça a très bien marché pour 2 agents. Ensuite, cet ensemble de la succession de ces réussites-là nous a permis de faire un dossier pour le FIAC, c'est le Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail, qui nous a financé pour équiper une dizaine d'agents en prévention primaire. On a continué sur d'autres pathologies, donc des pathologies inflammatoires du rachis ou des pathologies chroniques du rachis, notamment au niveau lombaire. On est passé cette fois par l'équipement d'agents, et ça c'était l'année dernière, l'équipement d'agents par des exosquelettes du rachis pour des agents qui avaient des pathologies inflammatoires, donc du dos. Et on a continué, et là on a continué hier, on est passé en prévention primaire pour la protection du dos à partir d'exosquelettes qui protègent le dos. Et parallèlement, il y a aussi des agents qui font des demandes, et on a un agent qui nous a demandé, un plombier qui est lui aussi en situation de handicap, qui nous a demandé un exosquelette cette fois actif, parce qu'auparavant on n'utilisait que des exosquelettes passifs. Et comme on a un agent volontaire qui est demandeur, on est allé avec lui, on a cherché des modèles, et actuellement on lui fait tester des exosquelettes actifs. Voilà, il y a une évolution, mais alors on a de la chance parce que à la fois les agents deviennent demandeurs, puisque au sein de l'établissement on a créé une dynamique autour des solutions exosquelettes, et puis on travaille avec le laboratoire Institut Ingénierie de la Santé, où on peut les tester. C'est-à-dire on a la chance d'avoir une équipe et des étudiants en master rééducation et adaptation qui aussi parallèlement testent le matériel qu'on fait tester aux agents. Donc on a un volet un peu scientifique, recherche, qui peut valider le matériel sur lequel on essaie d'investir, à la fois pour avoir des résultats empiriques au niveau des agents qui nous disent moi je suis moins fatigué, je trouve que ça m'aide, et puis validé par des études où on calcule la consommation d'oxygène à l'effort avec, sans exosquelette, ou aussi on utilise des capteurs pour voir quelle est la conséquence sur l'activité musculaire. Ouais, d'accord, merci, parce que c'est un itinéraire qui est effectivement un peu différent, puisqu'il vient vraiment d'une demande, quasiment d'une demande individuelle, et ce qui est intéressant, c'est que la maturité, si on peut dire, vient et notamment aidée par, j'allais dire, ton homologue et quasi homonyme Frédéric Tellier, qui fait meilleure les choses au sein de l'Institut d'ingénierie de la santé de son laboratoire. Merci Frédéric de ton itinéraire.